Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. La voix est de retour, merci aux boissons chaudes. L'objectif aujourd'hui c'est quoi? Eh bien c'est de vous parler d'un accident qui a eu lieu au large de la Caroline du Nord où un Hunter, un avion de chasse des années 50, conception des années 50, un des premiers avions de chasse anglais, a eu une panne moteur, le pilote s'est éjecté, a été récupéré par les Coast Guard. Et comme vous le savez sur cette chaîne, on aime bien prendre un petit peu de recul, donc nous allons parler dans un premier temps de ATAC. ATAC, c'est la compagnie militaire privée, une SMP, une société militaire privée qui met en œuvre ces Hunters, mais pas que, même des Mirage F1 anciennement français. Ensuite, nous allons regarder un petit peu pourquoi est-ce qu'il y a ces compagnies militaires privées, qu'est-ce qu'elles font comme type de mission, ce sont ce qu'on appelle des contractors, avant de nous intéresser un petit peu à leur flotte quand même, parce que c'est pas rien, ils ont par exemple 63 Mirage F1, et ensuite derrière l'accidentologie chez ATAC. Allez, tout ça après le jingle. Donc ce que nous savons sur l'accident, c'est qu'il y avait un exercice en cours pour le groupe aéronaval de l'USS H.W. Bush. Vous le savez sûrement, c'est le nouveau porte-avions, la nouvelle catégorie de porte-avions américain. C'est très gros, c'est très puissant et ça a des catapultes électromagnétiques. Nous en reparlerons parce que les Chinois viennent de mettre à l'eau leur troisième porte-avions qui aurait apparemment la même technologie, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Quand vous avez un groupe aéronaval, vous ne le déployez pas comme ça directement. Il faut faire ce qu'on appelle une montée en puissance, il faut monter l'équipage du bateau et le groupe aéronaval au niveau de standard requis pour pouvoir après être déployé. Et pour ce faire, il y a des exercices, et un de ces derniers exercices, c'est le Composite Unit Training Exercise complexe. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez plein d'unités différentes qui vont venir challenger, venir tester la capacité du groupe aéronaval à faire face à tout type de menaces, que ce soit de la menace aérienne, maritime, sous-marine ou guerre électronique. Et pour ce faire, il y a eu utilisation de sociétés militaires privées. Et dans le cas de notre accident, il y avait un KC-135R de Meta Aerospace. Vous voyez ces gros avions qui sont utilisés dans les forces aériennes stratégiques, ces ravitailleurs, il y en a dans le civil. Et là, il y en avait un en vol. Il y avait également du Learjet 36, donc petit jet d'aviation d'affaires, utilisé principalement pour de la guerre électronique. Et il y avait deux Hunter, donc ces avions anglais de la fin des années 40-50, un premier vol en 1951, il y en a eu 1972 de construit, ça pèse 6 à 11 tonnes, ça fait du transsonique, on pouvait faire quasiment du Mach 09, Mach 0,94 en ligne droite. Et ça a connu le combat, notamment, alors je vous disais que c'était vieux, lors de la crise de Suède ou pendant les guerres indo-pakistanaises en 65 ou encore en 71. Bref, un vieil avion, je vais en reparler un tout petit peu après, mais il était à 40 nautiques au sud-est du terrain de Wilmington, il était 17h15, donc 5h15 de l'après-midi, pas de moteur, éjection du pilote, éjection apparemment dans de bonnes conditions. Arrivée de l'hélicoptère de secours des Coast Guard. Petite précision, les Coast Guard font souvent leur cours, toute leur première partie de formation avec la Navy. Moi, j'avais des personnes des Coast Guard dans ma classe à Pensacola. Et ensuite, derrière, ils l'ont emmené à l'hôpital. Donc, ATAC. ATAC, créé en 1994 par des anciens du US Air Force, racheté en 2016 par Textron, qui est une grosse entreprise aérospatiale américaine. Qu'est-ce qu'ils mettent en œuvre? Ils mettent en œuvre des Hunter, des Kfir, des A4, des L-39, mais également depuis quelques années des Mirage F1 qui ont été rachetés à l'armée de l'air et de l'espace après leur arrêt en 2014. C'était en 2019 la seule entreprise civile avec des avions qui étaient autorisés à fournir de l'entraînement à Top Gun, à la fameuse US Navy Fighter Weapons School. Leur base principale, c'est à Point Mugu en Californie, mais ils mettent en œuvre des avions partout, que ce soit à Atsugi, c'est au Japon, où là, comme on le voit, côte East Coast, comme on dit, côte Est, du côté de la Caroline du Nord, ils se déploient où il y a besoin pour permettre l'entraînement des forces américaines. Ils ont de la concurrence, il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui existent maintenant. Je pense que le plus gros concurrent, on peut dire que c'est Draken, Draken International, qui a même des filières en Europe, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo.
Aujourd'hui, donc je ne vais pas trop vous parler de Draken, même si c'est très intéressant et même s'il y a des F16, tout ça. Donc ça sera l'objet d'une autre vidéo. Aujourd'hui, on se focalise un peu plus sur Attack. Alors, à quoi ils servent, ces sociétés militaires privées? À quoi est-ce que Attack sert? Eh bien, ils font des missions dites de Raid Air. Dans l'aviation de chasse, c'est très simple. Vous avez les gentils, c'est les bleus. Vous avez les méchants, c'est les rouges. Toute vision otanesque ou atlantisque, voilà, est forcément pensée pour une bonne raison. Rouge, ça fait plutôt penser voilà, à l'ex-URSS. Et donc, tous nos méchants sont des rouges. Quand vous faites Raid Air, c'est que vous incarnez la force aérienne rouge, opposée, ennemie. Et si, par exemple, vous êtes jeune pilote de Rafale, jeune pilote de F-18, jeune pilote de F-35, et que vous devez vous entraîner à faire un petit peu, comme on dit, des gammes. En course à pied, en athlétisme, on va vous apprendre à faire des levées de genoux, on va vous apprendre à faire voilà, ce qu'on appelle des gammes. C'est pareil dans l'aviation, il faut se mécaniser. Vous faites une partie au simulateur, vous faites également une partie en vol, faire des interceptions, gérer un avion, comment on intercepte un avion, tout ça. Eh bien, ça coûterait une fortune si à chaque fois que vous faites un vol très basique, en face, on est obligé de mettre un autre avion de génération équivalente. Je m'explique. Je prends, on va dire, un F-18. Imaginons, il vaut 30 000 $ de l'heure. Je dois faire un vol d'entraînement très simple. Si en face, je mets un autre F-18 à 30 000 $ l'heure de vol, eh bien, ça immobilise un pilote, ça immobilise l'avion et ça met en œuvre donc, des frais et de la maintenance pour faire un Raid Air, alors qu'en fait, il va faire de la ligne droite et peut-être juste des petits hippodromes tout simples. Est-ce que ce F-18 pourrait être remplacé par autre chose? Absolument. Et c'est là où l'armée américaine s'est dit, on pourrait aller chercher des sous-traitants pour faire toutes ces missions de base sans grande valeur ajoutée au profit de l'entraînement de base ou certains types d'entraînement plus avancés pour nos troupes. Donc les missions de Raid Air, c'est ça. C'est je vais avoir 3, 4, 5, des fois 10 avions plutôt basiques qui vont faire un scénario prédéfini, qui vont permettre l'entraînement au Tactic Blue des forces du pays. Donc ils sont là en fait pour faire plastron. Plastron, c'est le terme qu'on utilise. Ils vont servir un peu de chèvre, mais ils peuvent également mettre en œuvre quand même des tactiques assez avancées. Donc, plastron de base ou plastreur avancé, c'est ce qu'on appelle du Raid Air. Mais pas que. Vous n'avez pas que des pilotes entraînés, vous avez également les contrôleurs d'interception, toutes ces choses-là. Donc ils vont servir également pour permettre l'entraînement des contrôleurs au sol. Contrôleurs au sol ou contrôleurs embarqués dans des Hawkeye ou dans des avions radars type AWACS. Ça va leur permettre eh bien, de s'entraîner sans pour autant, encore une fois, utiliser le potentiel des forces armées. Vous avez également l'entraînement des JTAC, Joint Terminal Attack Controller. Donc là, qu'est-ce que c'est? Ce sont les forces spéciales au sol qui ont une spécificité, à savoir la capacité à guider des aéronefs pour faire du CAS. Le CAS, c'est le Close Air Support, de l'appui-feu. Pour faire de l'appui-feu, il faut être formé à gérer l'espace aérien au-dessus, dans certains cas même gérer l'artillerie, gérer toutes ces choses-là en même temps, ce qu'on appelle du joint fire. Et là, comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça? Il faut s'entraîner. Et non seulement il faut s'entraîner, avoir sa qualification de JTAC, mais il faut également maintenir ses compétences. Une fois que vous êtes JTAC, avant de pouvoir être déployé en Irak, en Afghanistan, en Libye, eh bien vous allez devoir faire des guidages. Et ces guidages, il faut que des avions les fassent. Et c'est généralement ces contracteurs qui vont pouvoir les faire. Vous avez d'autres types également de vols possibles. La simulation de menaces pour des navires. Qu'est-ce qui est difficile pour un bateau? C'est se défendre face à un avion qui vient l'embêter. Et là, vous envoyez ces avions privés à 2h, 3h, 4h du matin, à des moments où on n'a pas envie d'envoyer nos propres avions. Et ils vont pouvoir entraîner les défenses du bateau et simuler des périodes de guerre voilà, assez intenses. Grosso modo, c'est ça que je pouvais vous dire sur nos camarades d'attaque. Vous avez bien compris, ils viennent en complément des forces armées, ils viennent soulager les forces armées et amener un service qui, au final, coûte moins cher à l'État, puisque les coûts de maintenance ne sont pas les mêmes, les coûts de personnel ne sont pas les mêmes, et en plus vous pouvez, puisque ce sont des contrats, demander des choses qu'on éviterait de demander à nos propres militaires, donc des vols très tôt le matin ou autre, c'est pas forcément évident à mettre en œuvre temps de paix depuis une base, on peut le faire avec ces contracteurs. Je vous ai parlé de Draken, quand même juste un tout petit mot sur Draken parce que c'est intéressant. À un moment, là, il n'y a pas longtemps, ils avaient 13 A4, 23 L159, 21 Mirage F1, 25 MiG-21 et 12 Cheetah et des F-16 en commande. Donc si vous prenez ces sociétés militaires privées, elles sont généralement plus grandes que la plupart des armées de l'air je crois que c'est 90% du globe. Ça vous donne une idée.
Alors, focalisons-nous un tout petit peu sur la flotte d'attaque. Je vous ai dit, ils ont une vingtaine de Hunter. J'en avais parlé tout à l'heure, avion ancien qui a connu la crise de Suez, qui ne revient pas très cher parce que c'est voilà, en termes de carburant, en termes de performance, c'est des avions qui sont rapides, qui font bien le job, avec une avionique qui a été quand même modernisée et qui permettent bien de faire bon prestataire à un coût d'exploitation assez faible. Vous avez peut-être entendu parler du Hunter, malheureusement, en 2015. Le 22 août 2015, il y avait le meeting aérien de Shoreham en Angleterre et un Hunter s'est malheureusement, vous voyez les images, écrasé sur l'autoroute juste à côté du terrain. Il y a eu 11 morts au sol, 16 blessés, dont le pilote. Incroyable mais vrai, le pilote a survécu, il a d'ailleurs eu un procès. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le pilote était habitué à faire du Jet Provost, qui est un autre avion anglais, et son point clé en sommet de boucle était trop bas, pas au bon paramètre, était en fait au paramètre du Jet Provost, ça ne passait pas avec le Hunter, du coup ça a tapé au niveau du sol comme vous le voyez. Donc c'est là où voilà, on a entendu parler des Hunter ces dernières années, c'est un avion qui est assez présent hein, dans tout ce qui est Warbird, tous les avions de collection, et à noter pour l'Angleterre que avant ça, eh bien l'accident en meeting aérien qui avait coûté le plus de vies, c'était Farnborough en 1952 où il y avait eu 31 morts. Et là, je voulais vous en parler parce que ça va parler aux fans des Chevaliers du Ciel. C'était un 2 Havilland d'un DH-110 qui a été piloté par John Derry. Vous vous rappelez cette scène dans les Chevaliers du Ciel? Voilà, le fameux John Derry Roll. C'est quelque chose que John Derry, qui était pilote d'essai et pilote de démonstration, faisait en meeting aérien. Et ce jour-là, son D Havilland s'est désintégré en vol. Vous voyez cette image absolument incroyable d'un morceau de l'avion qui avance et a fini donc en puits de matériaux sur le public. Donc voilà, petit aparté. Maintenant, vous savez que John Derry a vraiment existé. Et qu'est-ce qu'ils ont d'autre comme avion chez Attac? Ils ont des Kfir. Alors des Kfir, ça veut dire lionceau en hébreu, et ça date des années 70, ça vient du Mirage 5, et c'est un Mirage 5 en fait, une cible du Mirage 5 qui a été un petit peu tuné, si on peut dire, remotorisé avec un J79 de General Electric qui pousse 8 tonnes 4. Vous êtes sur un avion qui a de l'avionique israélienne. Il y en a 212 qui ont été fabriqués et ça pèse 7 à 14 tonnes. Donc voilà, il y a un emport qui est très correct, c'est un avion qui est très manœuvrant. Ils ont également des A4, qui est des fois appelé scooter. Ça, c'est le premier vol 954, opérationnel en 56. 2960 A4 ont été fabriqués quand même, ça mérite d'être dit. Ça a été fabriqué pendant 27 ans. Les Blue Angels les ont utilisés, donc la patrouille de démonstration du US Navy, entre 74 et 86. Et lui, c'est un General Electric aussi, c'est un J52. Mais là, par contre, c'est beaucoup moins puissant que le Kfir. On pousse 4 tonnes pour une masse de 5 à 11 tonnes. Vous voyez, leur avion le plus costaud, en fait, là, c'est le Kfir. La 4, c'est un peu plus léger. Ils ont des L-39 également, qu'on peut retrouver en France. Donc là, c'est tchécoslovaque, 1968. Ça fait, alors ça pousse pas beaucoup, hein, 1 tonne 7, et ça pèse, c'est assez léger, 3 tonnes 5 à 4 tonnes 7. Vous êtes sur un avion d'entraînement, vraiment là, 2900 fabriqués. Et pour la petite histoire, il y a pas mal de personnes assez connues dans l'aviation qui sont décédées en L-39. En 2001, vous avez le patron et le fondateur de Atlas Air, qui est une grande compagnie de transport, de fret, qui est décédé aux commandes de son L-39. Il avait un journaliste du Wall Street Journal en place arrière. Et vous avez également, pour les fans de voltige, moi quand j'étais fan de voltige, enfin quand j'étais voltigeur et tout, j'adorais les Red Bull RS et il y avait Mike Mangold. Mike Mangold, il a volé pour les Red Bull RS, c'est un ancien pilote de l'USAF. Il a fait du F4, après il a fait 757, 767. Et en parallèle, il faisait du parachutisme à un niveau mondial. C'était vraiment, je me disais, ce gars-là, il a la carrière parfaite. Eh bien, le 6 décembre 2015, il a décollé avec un L-39, alors qu'il faisait le palier à 100 pieds d'accélération avec un passager derrière. Pas de moteur, ils sont partis à droite et ils sont écrasés, ils n'ont pas pu sortir de l'avion. Donc voilà, L-39, forcément, c'est une aviation où il y a des accidents. Maintenant, nous terminons avec les plus beaux avions de chez Attac. Eh bien, ce sont les 63 Mirage F1, rachetés pour la plupart à l'armée de l'air française, avant qu'elle s'appelle l'armée de l'air et de l'espace. Je vous rappelle que les Mirage F1, ils ont fini à Mont-de-Marsan en 2014. Ils ont d'ailleurs défilé au-dessus des Champs-Élysées le 14 juillet. Et ils sont remis en état, ils ont été démontés, remis en état par les Américains. Ils sont donc utilisés comme des intercepteurs, comme des plastrons bisoniques. Des plastrons capables d'atteindre 2 fois la vitesse du son. Il faut bien comprendre quand on est plastron, c'est que fonction de votre vitesse, vous avez un volume d'armement, un volume d'interception, des rayons de virage et des tactiques qui vont évoluer. Quand vous avez un Hunter subsonique,
bien, vous ne pouvez pas simuler un avion qui arrive à Mach 2 et 45 000 pieds. Quand vous avez un Mirage F1, vous pouvez faire une accélération et arriver à Mach 2, 50 000 pieds. Et si en face, vous avez un F-18 en configuration air-sol, qui est limité en subsonique, ou des F-18 qui sont surprendre parce qu'ils sont en subsonique, face à une menace qui arrive à Mach 2, mais en gros, pour faire très simple, il y a de grandes chances que la menace puisse vous tirer un missile et que vous ne puissiez pas lui tirer de missile, pour des questions d'allonge, tout ça. Donc ça impose des tactiques différentes, et le fait d'avoir des plastrons bisoniques, c'est très intéressant pour les forces. Ça permet également, face à des bateaux, de simuler certains missiles qui pourraient arriver très rapides. Voilà. Les accidents d'attaque maintenant. Vous doutez bien que mettre en œuvre des avions, c'est dangereux. Mettre en œuvre des avions de collection, c'est encore plus complexe. Mettre en œuvre des avions rachetés en seconde main à des armées qui s'en étaient débarrassés et mis en œuvre par des anciens pilotes, ben voilà, c'est pas évident. D'ailleurs, je ne vous ai pas trop parlé du personnel qui met en œuvre ces avions. Vous vous en doutez, sont des anciens cadres supérieurs des armées américaines, donc ce sont des personnes qui font leur carrière en tant que pilote de chasse et qui derrière, plutôt que d'aller dans l'aviation de ligne, vont faire radar, vont faire plastron. Et certains font même les deux, ils sont à la fois pilotes de ligne et à côté, ils volent sur avion de chasse pour aider les troupes. Certains sont même encore membres actifs de l'armée en tant que pilote de la garde nationale américaine. Les accidents chez Attaque, eh bien, le 8 juillet 2010, vous avez un A4 qui a eu un souci et le pilote a dû s'éjecter. Donc ils ont perdu un A4 comme ça en 2010. 2 ans après, le 6 mars 2012, vous avez un Kfir qui a eu un souci à Fanon, le pilote est malheureusement décédé. Peu de temps après, le 18 mai, ce coup-ci c'est un Hunter, et le pilote est décédé lors de la phase d'atterrissage. Le 29 octobre 2013, donc là on est juste un an après ces deux accidents, encore un Hunter à Point Mugu en Californie, donc, et le pilote est également décédé. Donc en l'espace, vous voyez, d'un an et demi, ils ont perdu 3 pilotes quand même, morts. Ensuite, en 2017, le 22 août 2017, bien, il y a un Hunter qui a été perdu à 160 km au large de San Diego. Le pilote a pu s'éjecter et a été récupéré. En 2018, le 13 décembre, ils étaient bien, ils étaient à Honolulu. Je pense qu'ils faisaient meilleur que sur la côte Est. Et là, bien, heureusement, le pilote a pu s'éjecter à 5 km au large et il a été récupéré. Donc encore un Hunter. Vous voyez, il y a pas mal de Hunters qui vont au tapis. Et en 2021, le 25 février 2021, ils ont un Mirage F1 qui a fait une sortie de piste à Tyndall. Ça s'est bien passé. Mais peu de temps après, donc le 10 février 2022, il y a un Mirage F1 qui s'est écrasé, malheureusement, du côté de Luke Air Force Base. Donc vous voyez, une accidentologie qui est quand même assez présente. Maintenant, il faut ramener ça également sur le volume. Donc ils font beaucoup de vols. Là maintenant, c'est complexe. Ils récupèrent à chaque fois des avions. Vous récupérez des Mirage F1. Ils n'ont pas forcément une grosse expérience du Mirage F1 aux États-Unis. Même s'ils apprennent et ils se mettent au standard, ça pose des soucis. Donc l'accident d'aujourd'hui, ce crash de Hunter avec cette éjection en toute sécurité, maintenant je pense que vous comprenez un peu mieux ce qui s'est passé. Vous avez ces sociétés militaires privées qui servent à réduire les coûts, à permettre d'augmenter les capacités opérationnelles des armées. Et il y a un tout dernier petit point, je vais vous faire une toute petite ouverture qui est qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que les armées modernes, elles font face à on va dire un petit souci RH. Pourquoi ? Vous aviez avant une multitude d'avions qui faisaient une multitude de monomissions. Vous aviez des avions air-sol, des avions nucléaires, des avions reco, toutes ces choses-là. Et à chaque fois, il y avait un pilote monomission pour mettre en œuvre ces avions. Avec l'arrivée des avions Omni-Role, et on le voit bien dans Top Gun Maverick. Dans le premier Top Gun, qu'est-ce qu'il fait Maverick? Il fait que de l'interception et du combat aérien. Dans Top Gun Maverick, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils font à la fois du combat aérien, mais également de l'attaque au sol. Les avions Omni-Role vous permettent de tout faire. Donc, vous avez moins de pilotes, moins d'avions, mais qui ont un panel de missions plus grand. Pour pouvoir se former à ce panel de missions plus grand, il faut plus de formation et il faut également plus de maintien de compétences. Et quand vous avez une armée dont le format s'est réduit à cause de la fin de la guerre froide et tout, eh bien, il vous faut tout simplement des personnes qui peuvent entraîner d'une certaine manière votre élite aéronautique et utiliser votre élite aéronautique et son budget d'entraînement pour entraîner votre élite, eh ben, ça ramène tout le monde à un niveau moins bon. Donc, on a moins de pilotes, on a moins d'avions, mais avec des compétences opérationnelles plus élevées. Et pour les entraîner, il nous faut eh bien, des sparring partners, exactement comme en boxe, c'est le même principe. Et donc on fait venir ces sparring partners, ou en athlétisme si vous voulez, on va avoir des meneurs d'allure. Eh bien, le meneur d'allure, il vient et il nous aide à progresser, il nous aide à maintenir l'allure, et à un moment, eh ben, lui, il ne va pas jusqu'à la ligne d'arrivée, il se retire.
C'est bientôt le Tour de France. Une dernière image sport, vous savez, je viens du sport avant, c'est une équipe de cyclisme, une équipe de sprinteurs. Vous avez un sprinter qui doit faire le sprint final, c'est un peu notre F22, notre F18, notre Rafale. Vous avez toute l'équipe qui va l'aider et qui va l'amener en bonne position sur la ligne. On pourrait voir ça un peu de la même manière. Donc société militaire privée, armée, tout ça, c'est la même équipe, ça travaille vers le même objectif, le même état final recherché, s'assurer que l'éco-citoyen soit bien protégé et en toute sécurité. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, on arrive, organisme de formation, vous avez des sales kick-off, conférences, cherchez des intervenants pour votre entreprise à la rentrée, leadership, followership, team building. Contactez-nous, faites un petit call avec Laurence, elle va tout vous expliquer et vous allez voir, ça va vous plaire. Allez, je vous abandonne. Merci à m'avoir retrouvé. Merci pour tous les conseils que vous m'avez donnés avec le miel, ça aide. Et à la prochaine. Fly safe.